Bonsoir tout le monde. Ça se fait de dire bonsoir quand on commence une conversation, notamment dans un salon extrêmement lambrissé chez La Pérouse. Je suis extrêmement heureux et un peu intimidé de recevoir Jacques Henrique. Bonsoir Jacques. Bonsoir Eric. Vous êtes un monument de l'avant-garde artistique et littéraire en France depuis les années 60. Tout d'abord, je ne vais pas dire votre âge. Simplement, vous avez le même âge qu'aurait mon père aujourd'hui s'il était là. Et donc, vous avez connu la guerre. Chaque fois que je reçois quelqu'un qui, même enfant, a connu l'occupation allemande, je lui pose cette question. Je l'ai posée à Serge Rezvani notamment. Racontez-moi comment c'était. Quel souvenir vous avez de la Deuxième Guerre mondiale? Alors, le souvenir, c'est la fin d'ailleurs de cette guerre. Le début, les Français n'ont pas souffert. Les Allemands sont rentrés tranquillement très poliment. En France, très poliment dans Paris. C'est pas Varsovie, c'est pas bon. La période très difficile, c'est la fin. C'est quand les Américains et les Anglais viennent pour nous libérer. C'est là qu'on a beaucoup souffert. Et moi, les souvenirs que j'ai, parce que là cette fois, je suis âgé, j'ai des souvenirs de bombardements. J'ai des souvenirs, j'ai vu des morts. Vous étiez à Paris? Alors, au début, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Maintenon parce que ma grand-mère était veuve de gendarme. Moi, j'ai passé, pour ainsi dire, toute mon adolescence dans une gendarmerie, donc je connais bien la vie des gendarmes. Bon, c'était des gendarmes bien gentils à l'époque. Je sais pas qu'ils sont méchants ceux aujourd'hui, mais enfin, c'est pas du tout le même style. Mon grand-père, lui, il était à cheval avec un sabre. C'était bon. Et donc, je vivais avec ma grand-mère et à Maintenon, il y avait un viaduc qui était très important du point de vue stratégique et il fallait absolument que ce viaduc saute. Ouais. Et il y avait à 200 mètres de là où était la gendarmerie, qui était un vieux bâtiment, classé d'ailleurs, de toutes les armes et de tous les obus que les Allemands avaient. Ouais. Et donc, les Américains et les Anglais devaient aussi démolir tout ça. Et évidemment, quand ça tombait sur les obus, c'était un artifice. Oui. Tous les matins, dans la petite ville de Maintenon, je ne vais pas comparer ça à Gazard, bien entendu, mais il y avait quand même tous les jours des morts. Des dommages collatéraux. Ah oui. On appelle comme ça. Et d'ailleurs, c'était les civils. À la fin de la guerre, on pourrait dire, ça paraît paradoxal, mais qu'il valait mieux être militaire que civil. Il y a beaucoup des guerres comme ça, où il vaut mieux être militaire. Vous risquez moins que les civils. Et il y a des guerres, on voit ça aujourd'hui partout. Mais à l'époque, c'était déjà ça. En Normandie, ils peuvent vous en parler. On a comment oublier la Normandie, quand même, et toutes les villes qui étaient écrasées sous les bombes. Donc voilà, j'ai très tôt vu de près ce qu'était la guerre. Voilà. Et puis ensuite, alors vous êtes devenu prof jusqu'en 69. Vous étiez prof de quoi? Vous savez, d'abord, j'ai fait l'école normale d'instituteur, comme tous les gens de milieu modeste. On payait pas le lycée, donc on allait à l'école normale d'instituteur. Puis après, j'ai fait une année pour être dans un collège. J'ai enseigné dans des écoles dans la campagne, des classes uniques, ça existait encore. J'ai enseigné dans les villes, j'ai enseigné à Paris. À Paris, j'ai enseigné dans des endroits où déjà ça craignait. Déjà à l'époque. Et puis j'ai enseigné au lycée Montaigne aussi, où là c'était chic. Mais... j'étais élève à Montaigne, mais je ne les ai pas eu comme prof. C'est dommage. Après vous. Dommage. J'ai eu la fille de Jacques Lang, j'ai eu des gens très bien. Mais vous m'avez pas dit de quoi vous étiez prof? Français, histoire? Alors c'était le français, mais à l'époque on faisait histoire, anglais. Je ne parle pas un mot d'anglais, je peux le dire, faut pas m'interroger en anglais. Je suis très bon pour faire des dissertations, je vais très bien, mais comme j'ai jamais rencontré d'anglais, je comprends rien. Donc vous faites de l'anglais écrit, mais pas oral. Voilà. Oui, mais c'est une catastrophe pour la vie. C'est drôle. Et le mieux, c'est que à un moment, au lycée Montaigne, le proviseur me dit vous allez enseigner le latin. Je dis attendez, vous rigolez ou quoi? Moi, j'ai jamais fait de latin. Il dit ça fait rien, vous vous débrouillez, vous prenez un livre. Alors donc j'ai averti les élèves, j'ai dit écoutez, je connais rien au latin. On va lire ça ensemble, on va essayer de comprendre. Vous direz à vos parents que si c'est pas très bien, c'est pas de ma faute. Et c'était au lycée Montaigne. Bon, voilà. Alors, tout ça, c'était un peu avant 68. Puis 68 a tout changé, en fait. Oui, ça c'est sûr. Donc,
pour le bien, contrairement à ce que quand même toute la droite a un peu tendance à dire. C'est un peu ridicule souvent ces histoires de dire c'est mai 68, c'est les philosophes de la déconstruction qui ont tout foutu en l'air, tout ça. Quand même, ça me plaît pas beaucoup. Mais je reconnais qu'en même temps, c'est vrai que mai 68, il y a eu une rupture et que dans l'enseignement, il y a eu des choses très positive, et puis ensuite aussi un peu négative. Voilà, il y a eu les parents d'élèves qui venaient tout le temps, qui ramenaient leurs fraises, etc., qui faisaient le procès des enseignants. Enfin bon, c'est pas le bon côté de la chose là. C'est là où vous entrez aux Lettres françaises, qui est une revue dirigée par Aragon. Vous rencontrez donc le grand poète communiste, et vous-même, vous devenez militant du parti communiste. Moi, j'étais militant dès que je suis rentré à l'école normale d'instituteur, c'est-à-dire en 54, quoi. Donc, et c'est quand je suis sorti de l'école normale d'instituteur et que j'ai commencé à enseigner que, étant jeune militant communiste, m'intéressant à la littérature, on m'a demandé de faire d'abord des articles dans les Lettres françaises, rappelons le journal qui est né de la résistance communiste. Résistance, oui. Hein. Bon. Et aussi dans une revue communiste très, très stalinienne, mais où, bizarrement, paradoxalement, j'avais une liberté absolument totale que je n'avais plus à un moment quand on s'est un peu fâché avec Aragon. Dans les Lettres françaises, Solers et moi, on n'avait plus... on n'était pas bienvenus. Mais dans cette revue très stalinienne, il y avait une chronique littéraire que j'ai tenue pendant des années, où je disais absolument ce que je voulais. Ouais. Je crois même que si j'avais voulu faire un article sur Céline, ça aurait marché. Je défendais toute la... Kafka, mais surtout évidemment toute la production de mes copains telle quelle. Ouais, voilà. Alors donc ça, il y avait ça que je faisais, et puis il y avait un critique de cinéma, qui est mort depuis longtemps, qui était le meilleur critique. Et les Cahiers du cinéma, qui était une revue de droite, disaient mais c'est dans cette revue-là stalinienne et tout qu'il y a le meilleur critique. Et il y avait le meilleur critique d'art. Bon, après il y a l'aventure telle quelle. Vous en avez parlé. Donc ça c'est avec Philippe Solers. Au milieu des années 60, vous commencez à publier aussi des romans, Archer en 69, Chasse en 75, c'est plus tard, Carousel en 80, mais toujours aux éditions du Seuil, et vous êtes un accompagnateur de Solers depuis les débuts dans cette histoire. Et là, donc comment... Il y a des trucs qui me font marrer. J'ai oublié de le montrer, votre livre qui s'appelle Les Profanateurs, qui est votre journal. Donc où vous êtes, cher. Où j'apparais à la fin. Où vous êtes. Vous êtes dans Les Profanateurs. Oui. Il y a des histoires assez drôles avec Catherine Millet, Arabal, etc. C'était très bon. Oui, mais écoutez, donc vous êtes là avec nous. Bon. Il y a toute l'histoire littéraire et artistique des années 60 à 2015 à peu près, dans ce livre qui est publié aux éditions Plomb, et qui est donc c'est évidemment pour ça que je vous invite, mais je reviens à cette histoire. Donc vous êtes aux Lettres françaises avec Aragon, communiste, vous devenez un peu maoïste avec tel quel, et là Solers vous reproche d'avoir serré la main d'Aragon et il se fâche avec vous. Enfin, c'est pour donner une idée de ce que c'était à l'époque. En gros, on mélangeait l'art, la politique complètement, et si vous aviez serré la main d'un communiste alors que vous étiez pour Mao, c'était très, très grave. Aujourd'hui, on regarde ça avec presque... on hallucine, quoi. Oui, en même temps, il y avait aussi un peu une part de jeu. Il n'y avait pas que ça. Quand Solers me disait « on s'amusait bien à l'époque », moi, je parle, par exemple, quand il y a eu vraiment une différence de point de vue politique et puis une polémique avec lui, il faisait des campagnes de Tadzibao dans le bureau de tel quel. On arrivait, on était dénoncé, Guyotat, moi, etc. Mais oui, vous vous menaciez même de camps de concentration. Mais c'était sérieux, c'était sérieux, hein. Heureusement que vous n'êtes pas arrivé au pouvoir à ce moment-là, parce que qu'est-ce qui se serait passé? Il y avait des excommunications permanentes, c'est dingue. Oui, et c'était désagréable. Alors, plus tard, Solers s'est dit on se marrait bien. Je lui ai découvert Philippe. Non, on se marrait pas tellement. Moi, on vivait ça très mal. Bon. Mais bon. Qu'est-ce que Non, mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est que vous, comme c'est un journal, on vous suit, on voit que vous toutes
ces brouilles, ces luttes, ce militantisme très sérieux, et puis en même temps une production artistique qui est très libre, et puis les résultats de mai 68, la révolution sexuelle. Alors ça parle de vos orgies, et franchement on lit ça avec là aussi étonnement et un peu de jalousie. Bon, c'est vrai. Puis en plus, on avait quand même, je dis souvent, on avait quand même tous gardé un esprit un peu gamin. Moi, je pense souvent à cette phrase de Bernanos qui parle des gens qui doivent garder leur enfance. Et d'ailleurs, moi, tous les vieux messieurs que j'ai connus, je pense à Klossowski, je pense à César, je pense à Gilbert Lely, qui a été le biographe de Sade, c'était des gamins. C'était des gamins. Moi, Klossowski, ce philosophe absolument incroyable, d'une puissance incroyable, le soir, je lui aurais dit, écoutez, Pierre, on se fait les sonnettes dans la rue. Il m'aurait dit, j'y vais. Oui, d'ailleurs, vous faites des blagues. À un moment, vous appelez Maurice Nadeau pour le réveiller en pleine nuit avec Guyotat. Un an, on a fait ça. Pendant un an? Pendant un an. Mais pourquoi pourquoi s'acharner sur ce pauvre Nadeau? Parce que d'abord, c'était un trotskiste. Alors, déjà, c'est déjà un crime. C'est pas possible. Aujourd'hui, le Trotsky, je suis désolé, mais c'est pas terrible. Bon, on était maoïste, mais valait mieux être maoïste que trotskiste, à mon avis. Bon, et communiste plutôt. Non, et puis surtout, Nadeau, il avait depuis le début décidé que dans sa revue, tout ce qui était tel quel, Solaire, etc., rien. Donc c'était la cancel culture. Oui, mais oui. Enfin, alors pour des raisons plus politiques qu'aujourd'hui, mais c'était ça. Alors, vous racontez que vous buvez avec Philippe Soupeau, qui est un des fondateurs du surréalisme. Vous racontez qu'Aragon mettait du fond de teint pour plaire, cacher ses rides à François-Marie Bagné. Alors, il y a plein de... ça regorge d'anecdotes. Vous avez connu tout le monde. Alors, les surréalistes, les auteurs du nouveau roman aussi, Alain Robbe-Grillet. Et les profanateurs, c'est ça. C'était ceux qui ont cassé quelque chose. Oui. Donc, il y a la première, c'est les premiers, évidemment, c'est l'avant-garde surréaliste. Ouais. Après, on a la deuxième génération qui est le nouveau roman. Ouais. Après, il y a tel quel, les philosophes dits de la déconstruction, etc. Derrida, Foucault, Deleuze. Tous ces gens-là. Et puis le cinéma, Godard. La nouvelle vague. Vague. Vous avez bien connu Jean-Luc Godard? Bien connu. Ouais. On a eu affaire à lui parce qu'on avait fait des numéros spéciaux sur les histoires du cinéma. Donc, c'est pas quelqu'un de très facile dans les rapports. Mais on l'a connu, oui, bien sûr. Ouais. Donc, voilà ce qu'on appelle des profanateurs. Jean Genet, et puis Milan Kundera, Roland Barthes, Jacques Lacan, Francis Ponge. Tous ces gens sont dans ce livre. C'est complètement hallucinant. Philippe Muret aussi. Vous étiez très proche de Philippe Muret. Alors, là aussi, fâcherie, réconciliation. Comme avec Solaire. Avec Muret, ça a été plus dur. Ça a été plus dur. Parce que quoi? Parce qu'après, il critiquait la société festive. Et vous avez toujours été pour. Ah non. C'est pas ça? Non, au contraire, là, sur toutes ce qui était polémique avec Muret. D'ailleurs, dans Art Press, qui est une revue donc d'avant-garde, moi j'étais un mouton à 5 pattes parce que j'étais considéré, d'ailleurs c'était le titre, je crois, du journal du dimanche là qui est paru, c'est que j'étais un réactionnaire parce que moi j'avais fait très tôt, pendant que Catherine faisait des choses sur l'art conceptuel, Catherine Millet, moi je faisais un livre qui s'appelait La peinture et le mal, qui était une espèce de livre à la fois polémique contre l'art moderne et contre les avant-gardes. J'ai fondé la grande peinture traditionnelle à partir d'une étude sur la notion de mal. Ça s'appelait La peinture et le mal. Ouais. Ça venait un peu de bataille, mais c'était pas dans le même sens. Et j'essayais d'analyser ce qu'était la grande peinture à partir de la notion de péché originel. Voilà. Ouais. Alors, imaginez que à l'époque, voilà. Vous étiez un avant-gardiste réactionnaire. C'est paradoxal. Exactement. Et sur ce terrain-là, j'étais complètement d'accord avec Muret. Et ce que les gens oublient à chaque fois en disant mais Art Press, etc. Mais les attaques les plus violentes qui ont été faites contre l'art contemporain, c'est même pas moi, c'est Muret qui faisait un travail régulier dans Art Press, et il était très violent sur l'art contemporain. Donc, il contredisait complètement, ce qui prouve d'ailleurs qu'on était une revue très libre. Alors, je parle d'Art Press, oui, il faut expliquer. Donc, après les lettres françaises, puis telles quelles, vous... on peut dire que vous êtes un des fondateurs d'Art Press avec Catherine Millet en 72. Oui. Et depuis 72, ça fait donc, je suis pas bon en maths, mais 53 ans que cette revue mensuelle continue à défendre l'art contemporain
ou en tout cas, voilà. Et puis la bonne littérature. Oui, 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 oui. Bonne littérature. Et ça, c'est quand même le combat de toute votre vie. C'est assez extraordinaire. Je passe alors donc sur les livres. Vous avez publié chez Fiction et Compagnie la collection de Denis Roche au Seuil, 5 romans, dont votre autobiographie qui s'intitule Politique, là, qui était publiée par Bernard Comment. Alors, c'est assez intéressant, les profanateurs. Pourquoi ce titre? Alors, vous avez un peu répondu. Ce sont des gens qui ont marqué une rupture. Cassé quelque chose. Ouais. Qui ont, un profane, c'est le contraire d'un sacré. Il y avait des choses sacrées, vous avez, comment on peut dire, dézingué le sacré. Désacralisé. Oui, j'explique ça un peu dans la préface. C'est-à-dire que je suis tombé sur le problème que j'avais avec l'éditeur, là, Jean-Luc Barret, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver un titre. Il y a tellement de choses là-dedans. Oui, oui. Si j'avais mieux encore la dernière avant-garde, tout ça, ça n'allait pas. Donc moi, je ne trouvais pas de titre. Vie et mort des avant-gardes, mais ça doit être fait 20 fois. Et puis je tombe sur un texte d'Agamben, qui est un philosophe que j'admire vraiment beaucoup, et je vois qu'il a fait un éloge de la profanation. Je me dis, Agamben a fait ça. Donc je fonce sur ce texte et puis je me rends compte ce qu'il explique. Il dit non, c'est pas du tout on va attaquer des notions de sacré, d'église, etc. Simplement il dit il y a deux espaces. Il y a un espace sacré qui sont les grands textes religieux de toutes les religions, puis un espace profane, d'où le nom profanateur. Ouais. Et cet espace profane, la littérature, elle ne se développe pas dans le sacré, c'est pas possible puisque c'est des grands textes religieux, on n'y touche pas, les évangiles, l'Ancien Testament, ou le Coran, et la littérature, elle agit dans la partie profane de l'espace, d'où le nom profanateur. Puis après, j'ai dit, je donne un sens polémique au mot profanateur, c'est-à-dire les gens qui dérangent. Vous dites à un moment, nous avons, disons le mot, sévèrement déconné. Alors, je suis désolé, mais comme on est sur le Figaro Télé, je suis obligé de vous demander, oui, le bilan, il est un peu amer de toutes ces révolutions. Oui, c'était pas un peu du gâchis? Non, parce que... Ou du temps perdu? Non, mais après j'ai corrigé, j'ai dit dans le fond on n'a pas si déconné que ça. Et là où on n'a pas déconné, c'est là où les surréalistes, eux, ont déconné. Parce que, il faut bien dire les choses, c'est que communistes, maoïstes, après, disons, virer un peu, on nous disait à droite parce qu'on parlait beaucoup de... Libertaire. Oui, puis même plus que ça, parce qu'après, on s'est beaucoup intéressé à la théologie, etc. Ah oui, Zollers au pape. Bien sûr. Et donc, dans le fond, jamais on a fait ce qu'ont fait les surréalistes. Par exemple, les surréalistes, le problème avec eux, et la faute, c'est que eux, dans leurs textes, dans leurs œuvres, ils ont, par exemple, Aragon a fait des poèmes à l'éloge de Staline, etc. Oui, et puis André Breton jetait les anathèmes. Puis politiquement, ils ont introduit la politique dans leurs textes littéraires. Pas nous. C'était pas votre cas. Oui, pas nous. Il y a jamais eu d'ode à Mao Tse-tung ou de trucs à la con comme ça. Oui. Vous citez Chamfort, les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. Donc un autre titre, ça aurait pu être les déraisonnables. Oui, j'y avais pensé. Ah oui. On y avait pensé, et puis je sais pas, bon... C'est-à-dire qu'au fond, vos théories politiques, c'était... Aujourd'hui, quand vous regardez tout ça avec distance, c'était quoi? C'était un délire ou c'était une période qui était comme ça avec des utopies? Mais pas plus que ça. Mais il faut revenir un peu à vos questions au début sur nos engagements politiques. C'est la guerre. C'était la guerre. Ouais. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui les jeunes, vous le savez, vous me posez des questions, mais ils savent pas cette histoire qu'on est né avant la guerre, qu'on a connu la guerre. Et autre chose, il y a la guerre d'Algérie. Ouais. On a connu la guerre d'Algérie, ma génération. Alors moi, j'y suis pas allé parce que j'ai fait le con dans des hôpitaux psychiatriques comme Solers. Ouais, on n'a pas y aller. C'était pas facile à faire. Ça a duré. Bon, et puis on était contre cette guerre. Bon, sinon on était bon pour y aller. Moi, la plupart de mes amis qui étaient à l'école normale d'instituteurs, ils y sont allés. Puis j'ai su que certains étaient morts. J'ai su que certains s'étaient très mal conduits pendant cette guerre. Bon. Et puis ils sont revenus, étaient traumatisés. Ah bah oui. C'était un problème pour nous, ça. Aussi, cette guerre-là. Du coup, vous diriez que l'engagement était un résultat de la guerre, de la résistance communiste. Il faut quand même se rappeler que Et puis la guerre a été gagnée en partie par les communistes, par les Russes, grâce aux soviétiques.
mes parents, pas seulement mes parents les Américains. étaient des militants communistes staliniens. Et moi, dès que j'ai été au parti, évidemment, j'ai eu des bagarres avec eux, parce que moi, j'étais vraiment anti-stalinien. Bon. Mais il faut savoir que quand même, les Russes ont joué un rôle important. Le Parti communiste, on oublie, c'était le premier parti de France. Il était très puissant. Il y avait le journal Ce Soir d'Aragon qui faisait quatre tirages dans la journée. Ouais. C'était plus que sur France Soir de la Belle Époque. Donc, c'était un parti très puissant. Et en plus, il avait participé aussi à la libération de la France. Bon, quand aujourd'hui on a tant mieux, ces gens de l'affiche rouge qui sont au Panthéon. Oui. Mais c'était des foutus staliniens aussi. Là, oui, Mélina qui va partir pour une fois la paix revenue en Arménie, elle militait et c'était une stalinienne de choc. Oui. Alors, moi, j'ai trouvé une chose, alors je peux dire ça en passant, parce que j'ai trouvé toujours honteux la déclaration de Duras. Moi, j'ai eu beaucoup de bagarres avec Duras. C'était de dire le militant communiste stalinien, c'est l'égal du jeune qui s'engageait auprès des nazis en France. C'était pas possible d'entendre des trucs pareils. Oui. Surtout qu'elle, pendant la guerre, c'est pas clair. En plus, venant d'elle, franchement, balayons devant notre porte. Ouais. Alors, est-ce que, pour résumer, vous diriez qu'aujourd'hui, là, en 2025, vous êtes toujours anti-moderne? C'est-à-dire que vous êtes resté moderne, vous êtes resté quelqu'un qui est curieux de la nouveauté en art, en littérature? Oui, surtout en art un peu, bien sûr, par Art Press et puis par ma cohabitation avec Catherine Millet, où le soir on parle évidemment d'art aussi. Hein. Mais moi, je dis une chose, c'est que il y a eu une génération, à mon avis, qui a été perdue avec les histoires woke, avec toute cette cochonnerie qui nous est venue des États-Unis, qui est encore très puritanisme. Mais il y a une génération, et là, je dis toujours, ne soyez pas pessimiste. Je ne suis pas un vieux con qui dit tout est perdu. Moi, j'ai autour de moi en ce moment à Art Press des gens jeunes. C'est une génération qui est formidable. Moi, le garçon qui s'occupe des pages livres, vous l'avez rencontré hier soir. Bon, quand je l'ai rencontré, il connaissait ce qu'avait été Tel Quel, il connaissait évidemment le surréalisme, il connaissait le grand jeu, Daumal, le conte, il connaissait la théologie, il connaissait Saint-Augustin. Je me dis, mais c'est un miracle, ça. Oui. Donc il y a quand même de l'espoir. Mais il y a de l'espoir. Non, mais et en plus, ils écrivent des livres, et qui sont des bons livres. Vous avez écrit sur Céline, sur Joé Bousquet, sur Klossowski, mais sur le plan formel, quel bilan tirez-vous de toutes ces expériences? Parfois, ça donnait quand même des livres assez hermétiques. Je pense au Nouveau Roman. Le Nouveau Roman, ça a marché aux États-Unis, mais ça a pas, ça a pas donné de chef-d'œuvre, sauf quand même. Allez-y, contredisez-moi. Non, moi j'étais très très ami avec Rob Grillet. Oui, mais les meilleurs livres de Rob Grillet, c'est ses autobiographies. Il y a quand même Claude Simon. Non, mais là il y a des grands livres. Il y a des grands livres de Claude Simon. Donc, quand même, il y a eu des grands livres. Ce qui s'est produit aussi autour de Tel Quel, bon, là, moi, je ne vais pas aujourd'hui critiquer un peu mon camarade Solers, mais je ne crois pas, franchement, je ne crois pas que ce soit un grand romancier, Solers. Je ne crois pas. Je pense qu'il a une œuvre qui est formidable, critique, mais formidable. Les romans, alors, c'est évidemment pas des romans traditionnels, c'est des romans un peu philosophiques. Il reprend un peu dans les romans tout ce qu'il développe en général dans ses essais, mais quand même, c'est une œuvre importante. Et je signale quand même que Solers n'a pas de Pléiade et n'aura jamais de Pléiade. Pourquoi ? J'en dis quelques mots dans le journal. Parce que chez Gallimard, ils ne veulent pas faire un Pléiade Solers. Mais bon, ça peut évoluer, ça peut changer. Non, ça ne changera pas. Ah bon ? Il n'aura pas de Pléiade. Parce qu'au fond, Solers symbolise bien ce qui s'est passé. Il a écrit des livres, un premier roman très classique, très roman d'initiation, voilà, Une curieuse solitude. Puis ensuite, il devient, avec Tel Quel, un inventeur de formes. Ça part avec Sans ponctuation, Paradis, tout ça. Paradis, c'est formidable. Et en 1983, avec Femme, il revient un peu à une littérature plus narrative, accessible et tout ça. Est-ce que c'est pas aussi ça
ça symbolise pas l'impasse du nouveau roman. C'est-à-dire que au bout d'un moment, les expériences de langage, ça tourne en rond. Alors, si c'est que ça tournait déjà en rond, je veux dire. Fallait que ce soit autre. Bah oui. Bien oui. Parce que dans votre livre, on voit bien l'évolution et on comprend qu'à un moment, avec Femme, il y a un tournant et ensuite il y a Houellebecq et vous parlez d'Angot, vous suivez toute la littérature contemporaine. On voit bien qu'on est revenu à une forme traditionnelle, plus traditionnelle du 19e. Quoi. Oui, c'est vrai. Donc vous qui avez vécu ça de l'intérieur, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Non, mais moi j'ai toujours été attentif à ce qui n'était pas les avant-gardes. Moi, j'avais des contradictions de fond avec Solers sur un certain nombre d'œuvres littéraires. Par exemple, Solers, alors que moi, je suis un grand admirateur. Les gens ne comprennent pas ça. Que j'admirais Bernanos, et je suis un grand lecteur de Bernanos et de Peggy. Bon, voilà. Mais Solers, pour lui, c'était rien. Et les gens ne comprennent pas. Quand Catherine Millet a publié La vie sexuelle des Catherine en 2001, alors elle a eu des interviews. Alors c'était évidemment la question toujours. Ah mais alors vous êtes une des grandes lectrices de Sade, Bataille, etc. Et elle disait non moi Sade non j'ai jamais lu. Ça m'intéresse pas et j'ai jamais lu Bataille non plus. Comment? Mais qu'est-ce que vous lisez? Ah ben je lis Chateaubriand et je lis Bernanos. Mais ouais, c'est comme ça. Bon. Mais c'est assez drôle aussi parce qu'on voit que chez les artistes, plasticiens, peintres que vous défendez avec Catherine depuis 50 ans, beaucoup se sont enrichis. Et pas vous. Vous avez tout le temps des problèmes de fric. Oui, mais ça, c'est... Mais comment vous avez fait? Ils sont tous devenus milliardaires, sauf vous. Oh, pas tous, hélas, c'est pauvre. Non, il y en a quelques-uns, mais non. Vous n'avez pas gardé des œuvres? Vous auriez eu... Si vous aviez eu... On a... Bon, comme Catherine dirigeait la revue et qu'on écrivait. Mais vous savez, il y a un principe chez les surréalistes qui était très simple, c'est pas nouveau cette histoire. C'est que tous les poètes, à part Éluard qui avait du fric, mais les autres, Breton, tout ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient sur leurs amis, Max Ernst, etc. Et en échange, ils avaient des œuvres. Ouais. Donc ils pouvaient après vendre les œuvres. Bon. Alors, nous, on a des œuvres. On est obligé un peu déjà de commencer à en vendre. On l'a vendu à César, on l'a vendu à Martin Barré. Bon, c'est des... Voilà, il faut entendre qu'on alimente un peu. Qui nous permet de... Mais on a une belle collection. Oui, on a une belle collection. Attention, moi, vous allez attirer les Margoulins. Non. Les François-Marie Bagné vont arriver. Non, ce qu'on espère avec Catherine Millet, c'est qu'on n'ait pas besoin d'argent là pour notre fin de vie et qu'on puisse donner ça à un musée. Il y a un musée, ça serait bien. Il y a le musée de Céret. On aime beaucoup Céret. On a une maison dans la région. C'est une ville aussi formidable où tous les artistes sont venus, Picasso, enfin tout le monde. Oui. Et ça serait la fondation Art Press alors. C'est pas une fondation, mais enfin on pourrait donner notre collection. Ah oui, ça serait génial. Voilà. C'est beau ça. Parce qu'au fond, avec Catherine Millet, vous formez. C'est assez rare, un couple d'écrivains qui dure. Il y a eu bien sûr l'exemple d'Aragon et Elsa Triolet, mais c'est pas si fréquent que les deux s'expriment autant et avec respect mutuel. Sans comparer la valeur des œuvres, ce serait d'une prétention pas possible. Mais quand on voit ce qu'étaient les couples célèbres, Sartre-Beauvoir, on comprend très bien ce qu'était leur système. C'est drague de draguer le mort. Et puis, il y avait les choses sérieuses, moins sérieuses. On voit bien. Elsa et Aragon, bon, c'était le couple fusionnel complet, avec évidemment l'homosexualité qui après s'est greffée là-dessus. Enfin, ça devient plus compliqué. Les autres couples, c'est pareil. Je dois dire que quand même, on a un couple, si je peux me permettre, qui est quand même assez singulier. Parce que j'ai quand même la vie sexuelle de Catherine M. Elle raconte des choses. Moi, Vous dites que vous avez souffert un peu quand même de jalousie. Oui, mais enfin, en même temps, je me disais, mais moi, je lis Bataille, je lis Sade. Vraiment, je vais pas... Je suis obligé d'accepter ça. Je suis obligé d'accepter. Bon, il y a aussi le fait que ça me donnait une certaine liberté de mon côté. Oui. Mais moi, j'avais pas le même mode disons, de sexualité. C'est-à-dire que les partout, tout ce truc-là, jamais, c'était pas ça, moi. Quand même, dans le livre, une ou deux fois. Il y en a une avec une naine, même. Il y a une naine qui arrive dans une...
Non, non. Ça m'a frappé. Oui. Non, la naine, il n'y avait pas des partous avec la naine, il y avait simplement une amie d'amis de Guyotat. Et effectivement, je l'ai connue, cette naine. Enfin, je ne l'ai pas connue au sens... non. Mais il paraît que c'est ce qu'on appelle, pardonnez-moi, un bon coup. Et donc, oui, un bon coup. C'est une naine, elle était... Bon, alors, les gens, ils y allaient. Ah oui, d'accord, elle était populaire. Oui, elle était très populaire, mais c'est pas une partouze. Hein. Bon, mais autre chose que vous écrivez dans le livre, alors là, ça m'intrigue, je voudrais en savoir plus. Vous dites d'une partenaire, elle baise mais ne couche pas. Alors, quelle est la différence? Parce que moi, j'aimerais bien savoir quelle est la différence. Ah non, elle baise mais ne couche pas. Non, vous sentez pas, vous alors, c'est pas la même chose. Baiser, je vais vous dire, pour aller vite, baiser, c'est par exemple, voilà, le sexe tel que Catherine le pratiquait. L'acte physique, oui. Bon. Coucher, c'est autre chose. Déjà, parce que sinon, la distinction, c'est en général baiser et faire l'amour. Mais il y a entre les deux, c'est coucher. Oui, mais... Alors, on pourrait dire faire l'amour au lit, mais non, le fait d'être... Celle qui dort avec vous, alors? C'est celle-là qui couche. Si on dort avec quelqu'un, c'est pas tout à fait quelqu'un avec qui on baise. On a baisé. Oui, d'accord. Non, mais j'ai compris. Ne couche pas, ça veut dire qu'on dort avec elle, on se réveille avec elle. C'est ce que dit Kundera dans L'insoutenable légèreté. On peut baiser avec elle, mais c'est autre chose. Elle reste, elle est dans le lit. Oui, d'accord. Ah ok, mais oui, c'est très important. Ah bah c'est une distinction très très importante. Et pour les jalousies d'un côté et de l'autre, si quelqu'un va baiser dans un truc, normalement, on devrait être moins jaloux quand c'est une baisse dure, ça, comme Catherine pratiquait, que la personne qui se couche, s'endort. Et là, oui, parce qu'il y a déjà de la tendresse. Oh, il y a de la tendresse. Oui, c'est vrai. Et à ce moment, on peut être vraiment jaloux. Oui. D'ailleurs, Catherine Millet a écrit aussi un livre sur sa jalousie, vous concernant. Formidable. Ah, vous l'avez formidable, vous l'avez fait beaucoup souffrir. Écoutez, quand vous avez quelqu'un qui a la vie sexuelle comme elle avait, et qui vient me dire « Oh non, c'est pas possible ce que tu as fait », je lui dis « Catherine, pas tant, mais c'est pas vrai, Non, mais est-ce que tu veux qu'on fasse les comptes ?» C'est drôle parce que franchement, ça fascine ma génération et encore plus, j'imagine, la suivante qui est très vertueuse. Ils doivent être, mais vous savez, ils doivent être admiratifs ou effrayés même par cette vision de. En fait, vous êtes parvenu à dépasser la sexualité et à rester ensemble. Ah oui. Et à rester amoureux. Non, c'est pour ça que je dis qu'on est un peu singulier, parce que quand même, jusqu'à maintenant, moi, j'ai toujours été complètement amoureux de Catherine, ça continue, etc. En dépit de tout ce qu'on a pu vivre. Mais c'est merveilleux. Oui, c'est exceptionnel. Je vais arrêter sur le sexe parce que j'avais encore 12 questions. Mais il y a une petite chose que je voulais dire dans les bagarres politiques, etc. Qui est importante. C'est que aussi, il faut savoir, dans nos bagarres, il y avait autre chose. C'est qu'il y avait des gens de pouvoir. C'est-à-dire que pas tous, à part Guyotat, Denis Roche, Kundera, Solers, etc., c'était des gens qui étaient dans l'édition. Ils avaient un pouvoir. Ils avaient une revue. Ils avaient une collection. Et donc, il y avait des bagarres aussi comme ça, pas seulement d'ego, éditorial. On voit bien ça quand Kundera essayait de rentrer chez Gallimard. Enfin bon, passons là-dessus. Mais ça jouait quand même. Oui. Non, mais ce qui est drôle, quand on lit aujourd'hui, en 2025, ces 60 années de vie culturelle, on regarde ça, ces groupes qui se détestent entre eux, les théories variables, tous ces gens semblent incompatibles et en même temps, ils ont fait une vie culturelle, une vie littéraire. Là aussi, différence avec les surréalistes, entre nous, il y a toutes ces bagarres dont vous parlez, mais il n'y a jamais de bagarre sur les œuvres. Jamais. Oui. C'est pas sur les œuvres. On dit pas que Solers, son livre, c'est de la merde. Non, c'est des bagarres vraiment de clan. Mais sur les œuvres, je le dis d'ailleurs, dès que quelqu'un d'entre nous publiait un livre, Solers écrivait pour défendre mes livres, moi j'écrivais sur Solers, Denis Roche écrivait sur moi, on avait de l'admiration les uns pour les autres. C'est-à-dire que toutes ces bagarres-là, ça n'avait aucune influence sur ce qu'est vraiment la littérature. Oui, c'est important. Vous aviez quand même, la littérature était au-dessus du reste. Mais oui, mais vous trouvez pas tout ça un peu, comment dire, ce qui est triste aujourd'hui, c'est précisément que vous
vous accordiez une importance à tout ça. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Bah ouais, mais C'est aujourd'hui, on publie des livres, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de dispute, il n'y a bah pas oui. de revue, il n'y a pas des gens qui polémiquent, très peu, très peu. C'est pour ça que c'est tellement emmerdant toute la Ben, littérature. c'est- Ça, c'est je vous catastrophique. dis, moi. C'est pour ça. Alors j'ai dit qu'il y avait des choses très bien, mais il faut bien dire que la production romanesque, c'est une catastrophe. Non, mais c'est plus Bon. grave que ça. L'engagement. Au fond, voilà, on est sur le Figaro, évidemment, on se moque un petit peu de tous ces engagements qui n'ont pas conduit à grand-chose, qui n'ont pas changé la planète. Mais au moins, vous étiez, comment dire, investi d'une mission. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est l'indifférence Non, qui mais tue. je sais. C'est ça le drame. Oui. Non, mais c'est pour ça que je voulais vous recevoir. Bien sûr, en fait, non, parce mais que je bien trouve que sûr, c'est. bien sûr. Bon, alors Solers, quand même, à un moment, il exagère. Au moment de l'intervention soviétique à Prague, en 68, il dit les chars soviétiques sont chers à mon cœur. Oui, mais ça, c'est une lettre à moi, ça. Je l'ai déposée, elle est pas. Mais alors, il disait publiquement la même chose. Alors là, C'est pour plaire à qui? écoutez, quand on dit vous étiez à gauche, la gauche, Solers à gauche, c'est pour ça que dans le journal du dimanche, je dis non, moi, Solers, je dis, il a toujours été à droite. Bah, c'est un bourgeois de Bordeaux. Hein. Vous vous rappelez pour qui il a voté aux élections? À Balladur. Eh ben, et alors? Bon, alors on va faire le jeu devine tes citations. Je Oui, vais alors, lire des oui, phrases allez-y, mais très compliquées. reprenez ce que vous m'aviez proposé. Ah non, c'est après ça. C'est les conseils de lecture, c'est après. Ah, c'est ça. D'abord, je vous fais Ah devine tes citations. Donc, je vous lis des phrases que vous avez écrites au fil de vos œuvres. Ah ben, Et d'accord. vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit ce. Alors, j'ai plus de mémoire, mon. Mais non, mais Alors, on va voir. vous savez l'âge que j'ai, non? On va voir. Alors, on y va. Voilà. À la fin des fins, il n'y aura eu que nous. Où avez-vous écrit ceci? C'est une belle phrase. Ouais, je sais rien. Alors là, franchement, je vais C'est être dans sec. Comme si notre amour était Et une ordure en 2004. Livre qui a eu très peu de succès, hélas, qu'on relit maintenant et qui est un des livres les plus disons, obscènes que j'ai pu écrire. Mais oui, et qui c'était m'a un peu fâché. votre version. Et qui m'a fâché avec Denis Roche. Et c'était un peu votre version de La vie sexuelle de Catherine M, puisque la vie sexuelle, c'est 2001 et vous, 2004. Oui. Et je me disais, au fond, est-ce que ce mariage avec Catherine, c'est tout ce qui reste des avant-gardes? C'est la seule chose permanente dans toute cette agitation. Ben, peut-être, dans notre cas, je pourrais le dire. Dans le cas des autres, je ne sais pas. Il faudrait voir avec... hier, j'ai embrassé Christeva là, après la soirée. Elle m'a dit, il faut qu'on se voit. Je ne sais pas. Ouais. C'était quoi? Ça devait être compliqué, leur couple aussi. Oui, Bon. oui, Solers et Christeva, oui. Ouais. Autre phrase de vous. Bruit d'aile d'un premier oiseau, d'un second, ainsi les autres ont suivi à intervalles réguliers. Carousel. Ah, vous voyez, vous vous souvenez? Vous n'avez pas perdu la mémoire. Ouais, c'est un bon pourquoi test. pas. Carousel 1980. Alors là, c'est complètement expérimental. C'est un poème en prose. Bah, l'histoire débutant, point. Ainsi, point. Série d'anecdotes, point. Il y a un style... vous étiez un peu là dans la phase... Ouais, mais c'est peut-être un livre chez Grasset, ça, non? Non, c'est Carousel, c'est chez Fiction et Ah, c'est Compagnie. les Carousel, toujours. C'est Ah, Seuil. d'accord. Et donc, à votre avis, pourquoi plus personne ne tente des choses nouvelles en littérature? Plus personne. Il y a très peu de gens qui tentent des choses nouvelles. Il y en a un, si je peux me permettre. Oui. Et d'ailleurs, pour le vote du prix Solers. Oui, nous sommes tous les deux membres du jury du prix Solers. Voilà. Il faut expliquer ça. Alors qu'on vient de dire des horreurs sur lui, eh ben on est le jury, oui. Et alors vous avez un candidat. Oui, c'est Philippe Bordas, qui a publié un livre qui s'appelle Les Parisiens, et qui, à mon avis, est typiquement... devrait avoir le prix Solers, mais il faudrait que j'explique un petit peu. Il va falloir convaincre beaucoup de monde. Il y a trop de monde dans ce jury. Mais son livre est très intéressant. C'est une espèce de vouloir retrouver une écriture baroque. Ouais. Donc il y a un projet même formel, et c'est vraiment très très passionnant. Et en plus, moi j'aime beaucoup Philippe Bordas parce que il n'est pas universitaire, c'est pas pour ça. Il y a des très bons universitaires, bon c'est pas le problème, mais lui ce qu'il voulait c'est être coureur cycliste, et il a fait des textes sur les coureurs cyclistes formidables, et notamment un texte sur Céline.
avec une histoire de bicyclette des frères, comme on les appelait, qui avaient gagné les Tours de France. Il y a une histoire avec Céline qui est une très très belle histoire. C'était donc les frères Pélissier qui après ont fait des vélos. Ils étaient 3 frères et il y en a un qui avait fait un très joli vélo léger, etc., qu'on appelait d'ailleurs les Pélissier. Et ce type avait lu le premier livre de Céline et il était allé avec son vélo, il avait offert son vélo à Céline. Et Céline avait attaché son vélo chez lui, magnifique. Et quand il a été au Danemark, quand il a dû fuir, bon, on lui a volé tous, soi-disant, ses manuscrits. En fait, on les a retrouvés, mais pas le vélo. Et qu'est devenu le vélo? Oui, ben justement, qu'est devenu le vélo? Et alors, quand Céline est au Danemark, il a fait un rêve. Il a raconté ce rêve. C'est très beau le texte de Céline. Il a pensé qu'il revenait à Paris, mais sur le vélo que lui avait offert Pélissier. Ouais. Et Philippe Bordas, très intéressé par cette histoire, s'est dit il faut que j'aille voir Madame Céline. Elle était très âgée. Ouais. Elle est allée Lucette, elle est allée le voir. Est-ce que vous voulez me recevoir? Alors elle a dit je veux bien. Je suis une vieille femme. Moi je serai en haut de l'escalier. Vous serez en bas, il y aura quelqu'un au milieu si on s'entend mal, parce que je ne veux pas me montrer, mais je suis prêt à discuter avec vous. Et donc, il est allé la voir pour lui dire... Elle restait dans l'ombre. Oui, elle est restée en haut de l'escalier. Et lui, il lui explique, mais dites-moi, cette histoire de vélo, là, oui. Mais elle dit, oui, absolument, bien sûr. C'était pour Céline, ce vélo, un cadeau extraordinaire. On n'a jamais retrouvé le vélo. Ah oui. On lance une petite annonce. Si vous avez le vélo de Céline, appelez-nous. Une autre phrase de vous. À cette date du 2 octobre 1980 à Las Vegas, sur une arène temporaire construite dans un sinistre parking du Caesars Palace, devant 24 740 spectateurs, eut lieu un sacrifice humain. Ah si, réfléchissez, le Caesars Palace, Las Vegas 80, c'est un match de boxe. Ah, c'est un match de boxe, ouais, c'est un boxe. C'est dans boxe, 2016. C'est l'horrible match où Don King monte un combat entre Mohamed Ali et Holmes, comment il s'appelle, Larry Holmes, qui l'a, devant 2 milliards de téléspectateurs, qui l'a massacré, qui a massacré Mohamed Ali horriblement, alors que jamais il n'aurait dû combattre. Non, pas de trop. Moi, ce livre sur la boxe, c'est vraiment pour moi un livre que j'aime beaucoup. Hein, oui, et vous êtes un spécialiste de la boxe. Vous étiez boxeur vous-même? Regardez mes mains. Je peux faire de la couture, mais vous rigolez, non? Mais pourquoi vous étiez passionné par la boxe? Ah ben oui, j'étais passionné par la boxe, mais parce que j'ai connu, il y a aussi ça, c'est-à-dire le point de départ aussi de mon livre, c'est que j'ai connu le Mormec. Ouais, Jean-Marc Mormec. Et je devais faire un voyage avec lui d'ailleurs, parce qu'il remettait son prix, enfin c'est au Grand Prix, je sais pas, il y avait un voyage qui devait se faire, c'était au Congo, je sais plus trop où, puis ça s'est pas fait, mais enfin je suis resté copain avec lui, donc j'assistais à ces matchs, puis bon voilà, et en plus... vous avez écrit un texte très littéraire qui s'intitule Boxe. Oui. C'est le prix Médicis. D'ailleurs, un prix de l'Académie française au plus. Ah oui. Pas une ligne dans la presse. Hein. Pourquoi? Ah bon? Ah bah, si vous pouvez m'expliquer. Le Monde, moi jamais. Moi, j'ai plus jamais d'article depuis longtemps dans le Monde. C'est rien. Boxe, prix Médicis, prix rien, pas une ligne. D'ailleurs, le journal, pas une ligne. Je dis ça. J'ai créé cette émission pour cette raison-là, pour recevoir des gens comme vous. C'est une bonne œuvre. Parce que vous avez une importance, et je trouve que c'est important qu'il y ait des endroits pour recevoir les gens comme vous. Et malheureusement, si ça n'existe plus, il faut créer ces endroits. Oui, non, mais c'est bien. Voilà. Ils existent quand même. Voilà. Ils existent. Voilà. Après, il y a des journaux, et puis il y a ce que vous faites. Vos chroniques. Bien sûr. On passe au conseil de lecture. Alors, si vous reprenez ce que vous m'avez proposé, je vais essayer de répondre. Alors, donc, un livre qui vous donne envie de pleurer. La fin de Chéri de Colette. Ah oui, c'est d'une tristesse. Qu'est-ce qui vous fait pleurer là-dedans? C'est le fait que Chéri ne l'aime plus? Ouais, c'est très beau à la fin, mais Colette, moi j'ai une admiration pour Colette. C'est poignant ce livre. C'est drôle qu'un monument de l'avant-garde, qu'est-ce qu'il aime comme auteur? C'est Colette, le classicisme et la simplicité. Mais oui, écrivain. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'auteurs femmes intéressants que d'hommes.
Oui, à cette époque. oui, oui. Les oui. grands livres, c'est plutôt des femmes. Bah oui, parce qu'il y a un rattrapage millénaire à Alors, faire. quand on nous fait passer pour des machos, Ah, nous ne sommes pas des nous machos. ne sommes pas des Pas machos. du tout, Non. non. Un livre qui vous fait arrêter de pleurer. Mort à crédit de Céline, tellement je ris. Ah oui, oui, ouais. Mort C'est à très très crédit. drôle. C'est ce livre sur son enfance. Ouais, ouais. Un livre pour crâner dans la rue. Pour crâner dans la rue, Sein und Zeit de Heidegger. Oh là, Ah bah oui. Ah, c'est oui. assez hermétique, hein. ah oui. Oh, oui, Mais pour crâner, c'est justement. bien. C'est En pas- allemand alors. Ah bon, l'allemand. Pas un mot d'allemand, mais quand même. Oui, ça fait solide, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Non, non. Un livre pour séduire. Un livre Vous pour qui avez été séduire, alors grand je séducteur. dirais La philosophie dans le boudoir du marquis de Sade. Ah oui. Oui, parce que il y a du sexe, mais il y a aussi des conversations Oui, le philosophiques. boudoir, tout ça, Voilà. c'est pas les trucs très durs de... Non, ouais. Pas mal. Un livre que vous faites semblant d'avoir fini. Le dernier séminaire de Lacan. Ah oui. J'ai jamais essayé. C'est Oui, mais c'est imbitable. Bah, essayez. Un livre que vous auriez aimé écrire. Ah, eh bien, j'aurais aimé écrire le livre qui s'appelle Jeanne, qui est le livre sur Jeanne d'Arc de Charles Péguy. J'admire Charles Péguy Oui. et j'admire ce texte sur Jeanne d'Arc. Et je dirais aussi, j'admire le film qu'en a fait Bruno Dumont, Ouais, qui est un ouais, film magnifique. ouais. Voilà. Toujours, vous êtes toujours quand même à la pointe de l'underground. Hein. On ne peut pas le corriger, ça. Oui. Quoi, le livre que vous lisez en ce moment? Le livre que je lis en ce moment, c'est le journal de Mathieu Gallet. Ah, Non expurgé. il y a une nouvelle version alors. Ah, très intéressant. Ah oui, d'accord, j'ai pas Publié en bouquin par Ouais. Jean-Luc Barré. Ouais. Barré, parce que la première version a été publiée chez Grasset, Ouais. mais Était censuré. il y avait tout ce qu'il disait sur les prix littéraires, les magouilles, etc., et puis les histoires sexuelles des hommes politiques, et tout ça. Bon, donc Jean-Luc Et Barré donc là, l'a ça republié en bouquin, et alors, un peu vicieusement, il a mis dans une typographie différente tous les passages censurés, ce qui fait que si vous voulez aller vite... Vous pouvez lire que les parties en italique. Et puis, Non, parce que c'est quand même très bien écrit. Ouais, ouais. C'est formidable. Puis à la fin, quand il raconte sa maladie, sa mort... Non, c'est un très Ouais. grand écrivain. Vous êtes vous-même un diariste. Et donc, Ouais, voilà. écoutez, c'est rien, ça. C'est du truc. Non, lui, c'est écrit. C'est vraiment... Oui, alors ça c'est intéressant. Vous c'est pas que vous avez vous auto-dénigrez, mais vous avez fait profession. Vous dites pas de littérature, ne pas se regarder dans la glace, ne pas même se soucier de construire une phrase grammaticalement irréprochable. C'est une citation de Néris. Oui, c'est vrai. Je me suis mis derrière les risques, Oui. disant s'il le dit, voilà. Mais c'est exactement ce que je pensais, moi. Mais alors, je suis pas d'accord parce que même sans le faire exprès, vous faites quand même de la littérature, Jacques Là-dedans, là. Henrique. Oui, un C'est peu. gentil. Mais oui, Merci. oui, même sans le faire exprès. Bon, d'accord. Malgré vous. Non, mais parce que il y a des portraits, il y a des anecdotes, Oui, il y a des oui. souvenirs, et voilà. Donc, c'est les profanateurs de Jacques Henrique, son journal de 1971 à 2015, publié chez Plomb. Merci infiniment. Ben, c'est moi qui vous Jacques remercie Henrique, d'être venu. vous remercie. Je remercie également Berluti pour ce beau costume, cette cravate, cette chemise et les pompes. Il faut que je vous montre les chaussures. Non, mais il faut que je vous montre les chaussures. Regardez-moi ça. Oh, craignez. C'est pas beau ça. Ça, c'est de la qualité. Ça brille, ça brille. Ça, c'est beau ça. Ouais. Ça, c'est italien. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, les dinosaures ne lisaient pas. Or, ils ont été éteints. Coïncidence? Je ne crois pas, non. Bonsoir. Bonsoir.